je nous invite à prendre un moment pour souligner la portée de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous traiterons de sujets qui viendront nous interpeller viscéralement, dans nos tripes. Donc je nous invite de bien, j'en ai dit en créole, bien chitanou, de se caler et de se prendre une grande respiration. Et d'évaluer les réactions de notre corps à l'idée d'aborder notre thème et nos thèmes d'aujourd'hui. La violence, ses origines, ses définitions, la discrimination et la marginalisation, et les enjeux sociaux, étatiques, institutionnels, et comment que nous portons de l'avant le bagage de nos ancêtres, que nous soyons colons, que nous soyons des personnes mises en esclavage ou des gens qui ont été dépossédés de leur terre, et nous visons quel héritage à laisser pour cette génération à venir. 7, c'est-à-dire le chiffre 7, pour cette génération à venir. Donc sur ce, commençons. Je vais me permettre de m'asseoir et de mettre un peu en contexte notre premier panel et d'inviter les panélistes à nous rejoindre. Donc, bien sûr, pour bien commencer notre conversation, il faut comprendre de quoi nous parlons. Donc, justement, ensemble, démystifions la violence. Notre premier titre est « Les différentes formes de violence vécues dans nos espaces communs et nos communautés entre rupture, fracture et guérison ». Je vais commencer par accueillir Madame Cécile Rousseau à nous rejoindre sur la scène. Pendant qu'elle s'achemine, je vais lire sa biographie. Elle est professeure titulaire au département de psychiatrie à l'Université McGill et détient une chaire de recherche du Canada en prévention de la radicalisation violente. Pour faciliter le déplacement, je vais vous inviter à venir tout juste à côté de moi. Et ainsi, les autres panélistes auront plus de liberté de mouvement. Donc, bonjour. Deuxième personne sur notre panel d'aujourd'hui, c'est Olivia Strauss-Breton, qui est chef d'équipe d'intervention à Equijustice Montréal-Centre. Diplômée en sexologie et en criminologie, elle fut bénévole pour des services de médiation citoyenne avant de rejoindre Equijustice. Aujourd'hui, elle est médiatrice accréditée citoyenne avant de rejoindre en médiation pénale, et en médiation spécialisée. Donc, bon matin à toi, Olivia. Bonjour. Et notre troisième panéliste pour cette première rencontre, nous avons Pascal Chavannes, psychologue et psychiatre transculturel. Merci. Bonjour. Oui, un applaudissement. Donc, un petit commentaire initial pour ouvrir le bal. Ça serait qu'on commence avec une définition peut-être un peu générique de base par l'Organisation mondiale de la santé qui définit cette dernière, la violence, comme la menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou des privations. La question que je vous pose pour ouvrir la conversation, encore une fois, c'est comment est-ce que vous vous appropriez la définition de la violence selon votre travail et vos recherches? Donc, je vais peut-être passer le micro ou la parole à Cécile. Merci, Kay. Alors, personnellement, je suis à l'aise avec la définition de l'OMS. En fait, ce qu'elle dit, et si vous allez dans le dictionnaire, vous le trouverez, c'est que la violence, c'est un abus de force. Et là, on arrive à quelque chose de difficile, parce qu'en fait, la force, c'est une bonne chose.
Hein, c'est un parent qui n'aurait pas plus de force, plus de pouvoir que son enfant de 4 ans, l'enfant est en danger. Donc la force est une bonne chose. Qui et quand est-ce qu'on décide qu'il y a un abus de force? Et là, on tombe dans une situation difficile parce que, et je me réfère à ce que Maïté disait tantôt, dans notre société, ces temps-ci, on est surcentré sur la violence physique, qui est importante, bien sûr, et sexuelle, et on a tendance à oublier la violence structurelle, la violence institutionnelle, la violence systémique. Donc un déséquilibre. Et dans notre espace social, entre groupes, et même entre majorité et minorité, et même entre minorités, on ne s'entend pas toujours sur ce qui constitue une violence. Donc vous voyez quelque chose de difficile. Je vous laisse avec ce mot de mes collègues latinos qui disaient ici, il faut considérer que c'est violent de punir physiquement un enfant. Nous, on considère que c'est beaucoup plus violent de placer une personne âgée. Oui, moi aussi la définition, je la trouve intéressante. J'ai l'impression par contre qu'elle oublie un élément, que la violence, elle est inhérente à notre espèce humaine. On a tous une certaine forme de violence, puis tous les niveaux de la société, puis on va en parler davantage, doivent trouver un espace à cette violence-là pour l'exprimer. Cécile a fait référence à la violence, par exemple, lorsqu'on punit un enfant, à la violence du placement. On a fait référence, plutôt Maïté a fait référence à la violence des institutions. Puis pour beaucoup dans notre société, parfois on voit la violence qui est exprimée et parfois on la cache. On la cache dans nos systèmes de justice, on la cache dans nos systèmes sociaux pour faire en sorte qu'on élimine la violence de ces espaces alors qu'elle est inhérente et qu'elle ne s'éliminera pas. D'une certaine manière, il faut la reconnaître, il faut travailler avec elle, puis il faut surtout arriver à en accueillir les conséquences. Puis on va davantage parler de ces éléments-là au fur et à mesure de notre panel. Je trouve intéressant que déjà, on a entendu un inventaire de définitions qui peuvent se ressembler et qui ont différentes nuances entre elles. Et en fait, au sein de ce que moi je veux partager aujourd'hui sur le panel, c'est vraiment au niveau de la place que peut occuper la justice réparatrice dans les contextes de violence. Et c'est ce qu'on va accompagner les gens à définir. C'est quoi cette violence-là pour eux? Donc, on ne va pas présupposer une définition de violence, mais bien comment est-ce que les gens ont vécu une situation, comment ils en sont venus à la définir ainsi et mettre en lumière ce qu'eux ils portent par rapport à ça. Merci beaucoup. Je pense que c'est important, lorsque nous rentrons dans une première conversation, d'être capable de s'entendre sur ce sur quoi on parle. Donc, merci pour votre contribution. Je vais débuter avec Cécile. Une première question, c'est quels sont les principaux facteurs contribuant à la violence au niveau individuel, communautaire et sociétal? Qui est très ambitieuse. Je peux parler, je peux vous parler pendant 2-3 jours ou une semaine de cette question. Peut-être ce que j'aimerais, c'est, donc en surfant sur ce que Pascal a dit, qu'est-ce que Pascal nous ramène au fait que nous sommes une espèce, l'espèce humaine est très proche des primates territoriaux agressifs, et donc, depuis la nuit des temps, nous nous sommes entre-massacrés. C'est une caractéristique d'espèce, c'est pas toujours glorieux, mais c'est comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'au travers de l'histoire, il y a eu des vagues de violence différentes. Actuellement, nous sommes à un moment important parce que nous sommes au début d'une vague de violence qui rappelle, pour beaucoup de points, la vague de violence des années 30 en termes de polarisation qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale. Donc quelque chose qui est inquiétant pour nous et sur lequel il faut s'interroger. C'est pour ça que cette journée est importante. Quels sont les facteurs qui font qu'en ce moment, on assiste à cette vague de violence? J'en nommerai 3 globalement. Le premier, c'est qu'on a une augmentation des inégalités sociales à l'intérieur des sociétés. Elles ont toujours existé. Avant, dans les dernières décennies, on avait plus des inégalités nord-sud. Maintenant, on a des inégalités nord-nord, sud-sud, qui amènent énormément de tensions dans nos sociétés
et l'impression que les nouvelles générations feront moins bien que celles d'avant. Ça a des conséquences directes et mesurables pour la santé physique et mentale des jeunes. Très grandes études au niveau de 42 pays qui le montrent. Le deuxième facteur qui vient s'ajouter à ça, c'est que la globalisation, donc la mondialisation, comme on dit aussi, a créé une déstabilisation des repères identitaires. Qui je suis, hein, en termes de nation, en termes des grands récits fondateurs de l'humanité, qui sont les récits religieux, en termes de notre identité de genre, en termes de notre appartenance. L'ébranlement de tous ces récits identitaires amène ce qu'on appelle une fragilisation identitaire, qui est aussi source de violence, parce qu'elle peut amener des replis identitaires. Je suis telle chose et j'exclus les autres humains de mon récit parce que vous êtes différents et donc moins humains que moi. Donc des récits xénophobes, sexistes, machistes, intolérants, de toutes les façons possibles et imaginables. Et finalement, le facteur d'accélération de ces deux facteurs-là, qui sont des facteurs mondiaux, c'est la transformation de nos communications. Donc, avec la venue de l'espace virtuel, on a une transformation non pas seulement des modes de communication qui ont énormément accéléré entre nous, multiplication des communications et diminution des espaces de dialogue, mais aussi un changement qu'on observe chez les jeunes de la façon dont les gens sont socialisés et dont ils mentalisent le monde. Donc vous voyez, ces trois facteurs-là, en ce moment, expliqueraient en partie pourquoi est-ce qu'on est dans une vague de violence qui prend des formes très diverses. Absolument, merci. Je pense que c'est une représentation qui n'est pas facile à faire de façon concise, mais qui touche beaucoup d'éléments qui s'intersectent actuellement, qu'on peut voir facilement dans les nouvelles et même dans nos communautés immédiates. Peut-être ma deuxième question pour vous, c'est comment est-ce que les enjeux de santé mentale et de santé publique viennent influencer les manifestations de la violence, donc qui vient interagir avec ce que vous venez de nommer? Donc c'est une question très importante. La violence est d'abord un phénomène social. Alors, si vous regardez la différence entre les taux d'homicide aux États-Unis et au Canada, c'est absolument énorme. Et c'est expliqué par des structures sociales et non pas par une différence de 300% des structures psychologiques de part et d'autre de la frontière, ni certainement des facteurs génétiques. Donc, une différence qui est essentiellement sociale. Maintenant, les facteurs psychologiques interagissent avec ces facteurs sociaux dont j'ai parlé en premier chef, et on observe deux choses. D'abord, pour l'ensemble des personnes, et encore une fois, un phénomène plus marqué chez les jeunes, ce qu'on voit en ce moment, c'est une augmentation de la détresse psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça fait partie de la santé mentale. Ce ne sont pas des maladies mentales. Ça veut dire que pour nos jeunes et pour la population en général, la vie fait plus mal qu'avant. Hein? Le sentiment de détresse, c'est on est plus inquiet par rapport au futur et la vie nous fait plus mal. Et ça interagit avec le sentiment que la violence peut être un moyen légitime d'agir, de s'exprimer et de sortir de la détresse. L'autre facteur, et ça je le vois beaucoup en tant que clinicienne, c'est qu'en fait dans nos sociétés, et vous en connaissez certainement, il y a des gens plus vulnérables que ce soit parce qu'ils ont un trouble en santé mentale ou parce qu'ils ont beaucoup souffert quand ils étaient petits, qu'ils n'ont pas été protégés. Et ces gens-là sont beaucoup plus susceptibles que les autres au discours actuel qu'on trouve sur l'Internet, au discours qui pousse à la haine et qui pousse à la violence. Alors, ce qu'il faut voir, et là vous avez un lien aussi entre santé mentale et violence, c'est qu'en fait, dans une situation d'incertitude et de peur, qu'est-ce qui protège de la peur? Bien, malheureusement, la haine, ça protège de la peur. Et ça, c'est bien établi dans toutes les situations de génocide. Pourquoi? Parce que ça nomme et ça identifie un ennemi. Donc, vous voyez, il ne faut pas légitimer la haine, mais il faut la comprendre. Pourquoi est-ce que la haine est en augmentation en ce moment? Est-ce que le blâme et le fait de la dénoncer sont importants? Oui. Est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Il faut comprendre la peur si on veut s'adresser à la haine.
Et donc, peut-être pour continuer à extrapoler un peu, parce que ça m'inspire tout plein d'idées de vous entendre parler, comment est-ce qu'on définit la peur alors? Grosse question. Oui. Ce que je pense, c'est le fait d'être inquiet dans la vie et d'être hyper alerte quand il y a un danger. C'est un phénomène normal pour nous en tant que mammifères. Hein, nous le faisons et ça nous protège. Si on ne l'était pas, on se ferait tuer en traversant la rue. Donc ne pas avoir peur du tout, c'est problématique. Le problème, c'est quand est-ce que la peur nous paralyse, hein? Finalement, quand est-ce que cet instinct de survie qui nous fait éviter les dangers, qui est la peur, qui est quelque chose de nécessaire, quand est-ce que ça nous paralyse au point qu'on n'est plus capable d'agir ou au point qu'on veuille se battre? Vous vous rappelez que les réponses normales à la peur, c'est « je me sauve »,« je me bats » ou je gèle, je dissocie. Hein? Et donc, quand on ne peut ni se battre, ni s'enfuir, quels sont les risques? Et quels sont les risques aussi quand on choisit de se battre parce qu'on trouve la situation un peu insupportable? Et je pense que c'est un peu ça qu'on voit en ce moment. Merci beaucoup. Je vais t'inviter à passer le micro à Olivia. Bonjour. Bonjour. Donc, ma première question pour toi, pour vraiment contextualiser ton travail, c'est est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que la justice réparatrice? La justice réparatrice est... par où commencer? Parce que la justice réparatrice, en fait, peut se présenter sous différentes formes. Puis ça va dépendre de l'organisme ou de la personne qui va l'offrir en accompagnement. À Équijustice, la justice réparatrice, on la conçoit comme étant des espaces de dialogue qui sont ouverts, sécuritaires, respectueux. Dans le fond, le dialogue est centré sur les torts subis, les torts causés par un crime, par un délit, par un événement, et la réparation de ces torts. Lorsqu'on parle de réparation, on ne présuppose jamais d'avance non plus quels sont ces torts. Je vous parlais tantôt de laisser les gens définir eux-mêmes qu'est-ce qu'est la violence, mais eux-mêmes définir les torts qu'ils ont subis et eux-mêmes définir les moyens qu'ils souhaitent les voir réparés. Quand on parle de réparation, on ne sous-entend pas un retour à l'état initial. On s'entend qu'il y a de nombreuses situations dans lesquelles l'état initial n'est pas possible de retrouver, mais d'explorer avec ces gens-là, avec ce qu'ils vivent dans le présent, basé sur ce qui a été vécu dans le passé, comment est-ce qu'ils envisagent ce présent et comment est-ce qu'ils envisagent le futur, la suite des choses. Donc, c'est un moyen, un dispositif, un outil qui est disponible pour les gens afin qu'ils puissent être accompagnés vers un projet de dialogue à tout moment de leur démarche, que ce soit en complémentarité du système des tribunaux traditionnels, que ce soit en alternative, que ce soit en prévention. On parlait de prévention dans la prémisse d'aujourd'hui au niveau de la violence, mais est-ce qu'il y a la possibilité de créer des espaces où est-ce qu'on peut parler des enjeux ou d'aborder les thèmes avant même que la crise s'installe? Donc, c'est vraiment d'offrir des espaces pour échanger. Oui. Et dans ton travail, parce qu'on a pu discuter avant de monter sur la scène ensemble, et même avec ma recherche et d'essayer de comprendre la justice réparatrice et la nature de ton travail, j'ai réalisé que j'avais quelques mythes sur ce que comporte ton travail, le travail de l'organisme aussi, pas de toi-même individuellement ou seul. Quels sont les mythes que vous rencontrez et qui est nécessaire peut-être à démystifier pour bien comprendre la contribution que peut avoir la justice réparatrice dans un processus personnel? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de croyances qui peuvent entourer le processus, la démarche. On pense souvent que la justice réparatrice peut se prêter qu'à des délits mineurs.
à des situations mineures. On a des programmes de déjudiciarisation qui existent au Canada qui sont où la justice réparatrice est offerte donc pour les adolescents, pour les adultes, et on le voit à ces niveaux-là que c'est souvent des délits objectivement moins graves qui vont être référés à ces programmes-là. Par contre, on sait que ce sont les crimes les plus graves, les victimes de crimes beaucoup plus graves qui ont le plus souvent besoin de plus de réparation, qui sont beaucoup plus affectés par la situation et qui recherchent beaucoup plus de compensation. Donc, c'est dans ces espaces-là ou dans ces occasions-là que les gens ont aussi beaucoup de questions. Je parlais avec Catherine Rossi, chercheur de l'Université Laval, qui a travaillé, en fait, qui a développé avec Serge Charbonneau l'approche relationnelle avec laquelle on travaille avec Justice dans le cadre de nos services, mais qui a travaillé longuement avec les victimes d'homicide. Et elle me disait, dans le contexte d'homicide, il y a rarement possibilité de réparation. Les gens ont des questions. Les 2 questions les plus demandées sont généralement est-ce que l'intention de tuer était là et est-ce que la victime elle a souffert. Ces réponses-là, qui va leur donner? Qui peut leur donner? C'est généralement que l'autre qui peut leur donner. Donc, c'est ces espaces qui vont être créés, bien entendu, dans un espace avec des conditions en place qu'offre la justice réparatrice. On pense aussi à la vulnérabilité des victimes. On pense, est-ce que les mettre face à face à un agresseur ou à un auteur risque de les revictimiser? On parle beaucoup pour les victimes. On leur dit qu'est-ce qu'ils ont besoin. On leur dit, tu as vécu tel tort, ça vaut tant au tribunal. Tu as vécu ci, va chercher telle aide. On est dans une société où est-ce qu'on dicte, on est habitué de se faire dicter, en fait. On va chez le médecin, il va nous dire, c'est ça ton problème, prends telle chose. Et où est-ce que, on suit, en fait. Donc, la revictimisation, il ne faut pas supposer que les gens n'ont pas de pouvoir. Et créer des espaces sécuritaires est l'occasion de laisser les gens prendre leur pouvoir dans leurs termes. Donc, ils vont définir les conditions dans lesquelles ils souhaitent échanger et les conditions dans lesquelles qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Donc, ce qui est exploré avec eux, c'est vraiment, dès que tu as quelque chose que tu as envie un message que tu as envie de transmettre, c'est quoi que j'ai envie de transmettre? Donc, c'est quoi ton vécu? Comment j'ai envie de le transmettre? Qu'est-ce que je souhaite obtenir? Quelles sont les attentes? Et enfin, comment penses-tu que ton interlocuteur va réagir? Et cet exercice-là d'exploration, elle est faite des 2 côtés. Donc, à l'idée de la revictimisation, je vous disais tantôt, les crimes les plus graves, c'est souvent ces victimes-là qui ont le plus besoin de réparation et c'est souvent eux qui ont le plus grand besoin de s'exprimer par rapport à ça. On le voit d'ailleurs dans les demandes qu'on reçoit. Dans nos différents services, un plus grand nombre de situations de violence qui sont portées, qui viennent chercher un accompagnement en justice réparatrice, que ce soit de l'inceste, de l'abus sexuel, agression sexuelle, homicide. Et ces demandes-là sont généralement portées par les personnes victimes. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce que tu nous proposes avec cette réflexion, ça me fait penser un peu ce que Pascal mentionnait à propos des... Merci, oui, exactement. Dans son travail, la peur de se replier et à un niveau identitaire, que dans cet espace de justice réparatrice, ce que l'on recherche, c'est de donner une voix et de permettre à ce que la personne définisse pour elle-même l'impact de cette expérience-là, que ça vient de la personne qui a perpétré ou de la personne qui a reçu
ou du côté de recevoir la violence. Oui, que les gens aient l'option. Ouais. Et après ça, ils décideront par eux-mêmes qu'est-ce qui leur convient, parce que ça se peut que ça ne convienne pas à tout le monde. Et ça se fait de différentes façons, là. Cela dit, là, on imagine quand on dit dialogue, une personne en face à face, mais c'est pas nécessairement 2 personnes, ça peut se faire en groupe, ça peut se faire en écrit, il y a différents médiums dans lesquels ça se fasse, mais au moins que les options soient là. Et ça me fait penser, excusez, Oui. ça pour ajouter, mais c'est pas un processus qui est garanti. On parle de dialogue, mais c'est une exploration qu'on fait. On explore avec la personne où tu veux aller, où ça peut s'arrêter à tout moment. Les conditions doivent être en place. On a une phrase clé dans notre pratique, la médiation, mais pas dans tout, pas à n'importe quel prix. Est-ce que les conditions sont en place? Est-ce que la sécurité des gens, on parle de sécurité psychologique, d'intégrité, de morale, les gens doivent sortir de cette expérience-là, si pas pareil qu'avant, mieux, pas pire. Donc, c'est vraiment un accompagnement dans la bienveillance que font les médiateurs. Et c'est ça que la démarche, elle ne va pas nécessairement jusqu'au bout nécessairement du dialogue, mais elle peut s'arrêter à tout moment. Voilà, merci. Merci, Olivia. Ben non, c'est parfait. Et pour toi, Pascal, je pense que ça fait un bon pont Excellent point. avec ce que Olivia mentionnait. Ma première question pour toi, c'est quels sont les besoins des personnes survivantes de la violence en termes de soutien et de guérison? Et peut-être pour t'envoyer un curveball, comme on dit en bon anglais, sous le regard transculturel que vous avez. Donc, comment est-ce que l'enjeu du transculturel vient influencer la réflexion sur les besoins d'une personne survivante en termes de soutien et de guérison? Je trouve qu'Olivia a déjà bien commencé à mettre la table en donnant un espace où est-ce qu'on va suivre la personne, où est-ce qu'on va accepter de suivre les personnes qui ont vécu la violence, qui ont pu être traumatisées, pour leur offrir un espace. Je dirais que les conditions puis les éléments dont les personnes ont surtout besoin, ce qu'on peut savoir en termes de clinique, en termes de recherche, sont au nombre de 3 de manière générale. Puis je trouve qu'on en a eu un excellent exemple. La première, c'est la sécurisation. Il faut donc commencer en se disant qu'on va demander en premier à la personne si la violence est terminée. Souvent, on a tendance à entrer dans un mode de travail avec les gens à différents niveaux. Souvent, on a ce défaut-là en clinique, en médecine, en psychologie, parfois même, où on va commencer à travailler avec la personne sur des éléments de violence alors qu'elle est toujours en cours de violence. Elle est toujours violentée. Elle est encore dans un environnement qui est dangereux, dans lequel, si on amène un ensemble d'émotions à émerger de cette personne-là, on la renvoie ensuite dans un lieu où est-ce que cette violence-là va continuer, où est-ce que les plaies sont davantage ouvertes. Il faut donc commencer un travail assez humblement, en regardant avec les gens, puis en tolérant l'angoisse que ça nous génère, comme personne qui les écoute, comme clinicien, comme personne en médiation, où on va se demander, es-tu toujours victime de violence? Est-ce que c'est toujours en cours? Ou est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle en anglais, là, je n'ai pas le mot français, je m'en excuse, le ripple effect. Après un événement de violence, on a des vagues qui se continuent pendant des semaines, des mois, des années, et qui imposent une certaine violence qui continue de se répéter. La première étape est donc de sécuriser. La deuxième, par la suite, on va vouloir, une fois que la sécurité est minimalement rétablie, stabiliser, aider la personne à recourir à ses mécanismes, à sa famille, à son entourage, à des éléments dans la société qui peuvent lui amener une certaine stabilisation, qui peuvent lui permettre de revenir à un état d'équilibre relatif. C'est une étape qui est très, très importante, entre autres parce que souvent, un des mécanismes qu'on a quand on a été violenté ou traumatisé, c'est qu'on a un désir très pressant de revenir à notre normalité. On va se battre, on va se défendre, on va vouloir mettre en plan différentes initiatives. Si vous l'avez déjà vécu, ce que j'ai vécu, éventuellement, on a envie tellement rapidement de rétablir les choses qu'on met en plan plein de projets en même temps. On se dit, mais je vais changer ça, je vais amener tel élément, je vais modifier telle chose dans ma pratique, dans ma vie, dans mon couple, et tout ça. Puis finalement, on réalise par la suite qu'on n'a pas l'énergie de mener à terme tous ces projets. On s'épuise, on reçoit plein d'autres coups du fait des nombreux échecs que ça génère, puis ensuite on retombe en état traumatique qui est très, très souffrant. Un travail de stabilisation, c'est un travail aussi de ralentir.
un travail de se permettre de ressentir, un travail de se permettre de reconnaître que oui, en ce moment, on n'est pas comme avant, mais que pour le moment, c'est peut-être le mieux que ce qu'on peut faire, et ensuite de commencer, pour la troisième étape, une réparation. La réparation vise à ramener ce qu'on a vécu à un niveau de compréhension, à un niveau de ressenti. On dit parfois le mot recorticaliser, parce que la violence puis le trauma, c'est quelque chose qui court-circuite notre cerveau. C'est quelque chose qui nous arrive, puis on se met à fonctionner sur un mode très automatique, un peu comme un réflexe. On me tape le genou, mon genou lève, on me violente, je deviens dans un mode très, très automatique. Le but, c'est d'essayer de voir si on peut ralentir ces processus-là pour recommencer à mettre des mots, à faire un récit. On est des êtres de relation, on est des êtres très sociaux, on est aussi des êtres d'histoire. On doit reconstruire un récit dans lequel, non pas justifier cette violence-là, mais trouver un certain sens dans notre réparation. Puis c'est l'élément qui me semble important dans les violences. L'élément qui me semble essentiel à vous nommer, puis pour toutes les personnes d'entre vous, puis je suis sûr que vous êtes plusieurs, qui ont travaillé avec des gens victimes de violences ou qui en ont vécu, c'est pas un travail qui est beau et propre. Le deuil d'un trauma, c'est quelque chose qui est très, très sale. C'est un travail dans lequel les personnes qui ont été traumatisées vont devenir parfois très agressives, très irritées. Ils vont parfois dire des mots qui dépassent leurs pensées. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire sans accepter un certain haut degré de malaise. Il faut donc donner des espaces aux gens victimes de violences où est-ce qu'ils ont un certain droit d'exprimer qui ils sont, de l'exprimer à leur manière. Je viens d'une culture où est-ce qu'on exprime beaucoup certaines choses, qu'on exprime certains éléments dont on vit. Il faut donc accueillir cette expression-là. D'autres personnes vont exprimer d'une manière qui est différente. Il faut que ces espaces puissent aménager des lieux qui vont permettre une certaine agressivité des gens qui ont été victimes de violences. Il faut que cette agressivité-là ait une place pour sortir sans qu'on revictimise les gens. C'est tellement puissant pour moi d'entendre ce que tu dis ce matin, Pascal, parce que, de un, je reconnais l'effort de l'organisation d'avoir une gardienne du senti. Pour moi, c'était important de dire, prenons un moment de s'asseoir pour bien chita nous, et puis de prendre cette respiration-là, de s'asseoir, de s'ancrer, de prendre une respiration, parce que ces conversations-là ne sont pas faciles et elles ne sont pas faites pour être faciles. Donc, peut-être une autre question que j'ai pour toi, c'est à travers les expériences de violence, la violence, quels sont les messages sous-jacents que l'on communique entre nous qui partageons un espace de vie? La violence, elle peut être, Cécile, il l'avait mentionné un petit peu plus tôt, mais la violence peut être porteuse de beaucoup de messages, puis elle est inhérente à notre société. Les messages sont de différents niveaux. Au niveau sociétal, la violence, on la voit dans nos institutions, peut servir à prendre pouvoir sur un autre être humain. Il peut servir à des visées économiques. Elle peut surtout servir à rétablir certaines différences entre les personnes. Ce n'est pas une visée qui est louable, mais c'est une visée qui existe. Autrement, au niveau familial, la violence sert à se différencier. On différencie les parents des enfants. Parfois même, on le vit. On a des adolescents où est-ce qu'ils nous traitent de boomers, ils sont très fâchés, ils trouvent qu'on ne comprend rien. À ce moment-là, la violence peut servir à marquer une différence. Dans beaucoup de cultures aussi, la violence peut être utilisée pour marquer son autorité. Parce que parfois, c'est une manière d'élever aussi nos enfants. Dans notre société ici, on a tendance à cacher cette violence-là, à faire semblant qu'elle n'existe pas. Et parfois, elle se renverse d'une certaine manière, parce que les parents ont très, très peur de se faire enlever leurs enfants s'ils utilisent une violence nécessaire qui leur semble juste, mais qui vient de leur culture. Cécile nous a donné un bel exemple par rapport à des cultures qui considèrent justement que le fait de placer nos personnes âgées est une forme de violence très, très élevée. Au niveau individuel, la violence, on a entendu différents exemples depuis tout à l'heure. La violence a une fonction parfois de réparation. On peut devenir violent pour réparer quelque chose, pour donner une certaine sublimation. Maïté en donnait un excellent exemple en disant on peut, par geste de réparation et de violence, trouver un moyen d'être en santé, trouver un moyen de dépasser sa condition, trouver un moyen de se révolter, puis de dire à la société ses revers, puis ses méfaits. Un autre niveau, c'est que la violence peut être un signe de révolte aussi. Ça peut être une manière d'exprimer une certaine révolte qui est nécessaire. On le voit beaucoup dans notre société, puis de manière générale, dans nos systèmes de soins, dans nos prisons, dans la DPJ, on voit de manière exagérément
des gens qui ont été très victimes de violence, qui ont été victimisés par la violence, qui ont été victimisés par le racisme systémique dans nos sociétés. Cette violence-là qui est vécue au quotidien a un impact qui est très, très fort. Puis ces jeunes-là, en grandissant, ou même lorsqu'ils sont jeunes, essaient de trouver des modalités pour exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent. Parfois, une dépression s'exprime par de l'agressivité puis de la colère. On le tolère très, très mal parce qu'on a fait nos études sur des populations qui n'étaient pas racialisées. Et puis, il faut faire très, très attention à nos termes parce que souvent, on a tendance à dire, ou à tort, bien, les gens qui sont issus de race noire, si on utilise ce concept-là, sont plus à risque, par exemple, ou les gens qui sont issus de la race autochtone sont plus à risque à ce moment de faire des dépressions. Je ne suis pas sûr que c'est le bon terme. Je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est les gens qui sont racialisés ou discriminés de manière systématique, à ce moment-là, se font placer à plus haut risque de vivre des dépressions. Et ces dépressions-là ne se manifesteront pas nécessairement de la même manière que des dépressions ou de l'anxiété qu'on va observer dans des populations qu'on a étudiées. On voit beaucoup de ces exemples-là dans notre société, puis à tort, on tire des conclusions qui sont complètement erronées. Si j'ai le droit d'une mini-parenthèse dans un domaine complètement autre, pendant des années, moi, quand j'ai fait ma médecine, ils nous enseignaient, par exemple, qu'on faisait des tests là, pour respirer, puis voir si on avait de l'asthme. Puis ils mesuraient notre capacité respiratoire. Puis parce que j'étais noir, le facteur qu'on utilisait pour savoir si je faisais de l'asthme ou pas était différent de mes collègues de classe qui étaient blancs, la plupart de mes collègues de classe. À ce moment-là, moi, je me suis questionné un peu à savoir pourquoi. Puis un jour, dans un cours d'anthropologie, on m'a appris que les études avaient été faites, en fait, autour des mines aux États-Unis. Ce qu'on avait fait, c'est que les Blancs qui étaient dans la mine, c'était les gestionnaires de cette mine-là qui avaient passé la journée dans des bureaux bien éclairés, bien aérés. Puis les Noirs et les Autochtones, c'était les gens qui avaient travaillé dans la mine. Et dans les deux cas, on avait mesuré leur capacité respiratoire. Les uns, quand ils sortaient de la mine après avoir respiré de l'air et des métaux toute la journée, et les autres après avoir respiré l'air climatisé. Puis ensuite, on a conclu que les gens issus de race noire et autochtone avaient une capacité respiratoire qui était diminuée. Il y a beaucoup de ces éléments-là qui se cachent dans notre colonisation, qui se cachent dans nos instruments de mesure, qui se cachent dans la médecine et dans la violence que nous, on perpétue. Parce qu'on en perpétue énormément de la violence, on doit donc la rechercher, la retirer, puis la stabiliser aussi. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important d'avoir cette conversation-là, de reconnaître, et bien sûr, on va plus l'approfondir dans le deuxième panel, mais de prendre pour acquis la standardisation du regard que l'on a dans les données probantes, dans les recherches empiriques, souvent ne tiennent pas compte des subtilités que vivent les différentes communautés racisées ou racialisées, ou carrément ignorent les éléments qui sont importants et les méthodes et les façons d'interagir avec l'environnement qui sont importantes pour ces communautés-là. Donc, merci beaucoup. Je pense que comme dernière question que je vais ouvrir au panel en général, c'est, laissez-moi, voilà, quels sont les domaines de recherche émergents ou des espaces d'innovation qui pourraient avoir un impact significatif sur la prévention de la violence et la promotion de la santé publique? Qui voudrait bien prendre la patate chaude? Alors là, je ne vais pas vous faire un discours sur la recherche, ce serait très ennuyant. Peut-être que ce qui est important de voir dans les données probantes, donc dans la recherche, c'est qu'elles cernent beaucoup au niveau de la prévention de la violence, ce qu'on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, des contre-discours, des discours alternatifs, de la littératie digitale, et on en fait parce qu'on a des bonnes intentions. Pour l'instant, c'est pas évident que ça marche. Et une des raisons, je pense, c'est qu'on a beaucoup axé les campagnes de prévention de la violence sur des dimensions cognitives. C'est-à-dire, on va vous dire ce qui est bien ou mal, on va vous dire ce qu'il faut faire, et ça va changer vos comportements. Les humains ne sont pas si simples. Et finalement, ce que nos données nous disent en ce moment, de grandes données épidémiologiques sur l'ensemble du Canada et répétées au niveau du Québec, c'est que dans nos programmes de prévention de la violence, au-delà du cognitif, qui est au centre de la plupart des programmes de prévention en ce moment, il faut s'adresser simultanément aux dimensions émotionnelles et relationnelles. Donc, si on ne s'adresse pas simultanément, par exemple, quand on a des jeunes qui ont une position incel ou masculiniste et qui justifient comme Andrew Tate la violence faite aux femmes, si on s'adresse juste à l'aspect cognitif ou de façon moraliste, en disant « c'est pas bien, il ne faut pas penser ça », ça ne marche pas. Au contraire, ça augmente le phénomène, ça le rend plus attirant. Il faut s'adresser
à ce qui est en dessous, c'est-à-dire quelle est l'émotion des jeunes garçons qui prennent Andrew Tate comme icône, et au niveau relationnel, qu'est-ce qu'ils jouent. Donc en fait, c'est un peu cette idée de déplacer. Pour l'instant, on n'en est pas rendu, on n'a pas beaucoup de succès en termes de prévention de la violence. Donc je pense qu'il faut repenser les prémices de ce qu'on fait à partir de notre ignorance. Donc, si je peux un peu réitérer ce que moi j'entends de ça, c'est de prendre en quelque part la violence comme force vitale, ce que j'entends de nos panélistes, et de dire, ben, elle défend quoi cette force vitale-là, au lieu de rester que dans le cognitif. Elle veut dire quoi? Donc, on s'adresse au sens. Est-ce qu'elle est source de lien aussi? Est-ce qu'elle est source... Est-ce que c'est une stratégie de survie? Il faut s'adresser à la place qu'elle prend si on veut la remplacer par autre chose. Voilà, merci. Je pense à qu'est-ce qui peut être mis en place. Oui, des avancées ou des pistes de recherche. Mais en fait, tantôt, je disais d'offrir les options aux gens. Donc, en fait, de rendre l'information par rapport à les avenues possibles pour eux, que cette information-là, qu'ils n'aient pas à aller la chercher trop loin, qu'elle leur est présentée à n'importe quelle partie d'un processus, au moins, ils peuvent la saisir. Et je pense qu'il faut imaginer comment est-ce qu'on peut organiser, dans un cadre de justice réparatrice, ces discussions-là au sein de notre société. Merci. Moi, je suis ramenée un peu à ce que tu nous avais parlé, Kay, quand tu nous avais parlé de ton expérience, puis de ta pratique qui est fascinante, puis qui croise différents domaines de savoir. J'ai l'impression que par rapport à la recherche, puis par rapport au domaine d'intervention, il faut s'intéresser à ce que font nos populations qui sont marginalisées, puis à aller apprendre d'elles, en fait, à les inviter à la table de construction de projets de recherche, puis à aller apprendre de ces savoirs-là, autant ancestraux que dans les communautés. J'ai l'impression que c'est dans ces lieux-là parce qu'on a laissé en dehors du système, pour ne créer des systèmes qui n'étaient pas faits pour eux, un ensemble de la population. La population n'est pas restée passive. Elle a créé des systèmes alternatifs, elle a créé des systèmes principaux pour se traiter, pour créer des lieux de savoir, pour créer des lieux de pensée, des lieux de soins. Puis ces systèmes-là fonctionnent parce qu'ils ne nous consultent pas dans les systèmes qu'on a créés. Donc, on doit aller apprendre de ces lieux-là, de ces systèmes-là, et on doit donc inviter les gens des populations à faire la recherche avec nous. Puis je lisais hier, en me préparant pour le panel, une pensée qui était très confrontante pour moi. On doit aussi regarder avec ces gens-là comment ils se sentiraient selon les retombées de la recherche qu'on va faire. Parce que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive dans une population, on fait de la recherche, on repart, on publie des conclusions, puis ça marginalise davantage cette population-là, alors que ce n'est pas l'intention qu'on devrait avoir. Cette recherche-là doit être aussi au service de ces populations-là, donc la population doit être impliquée aux différents niveaux. Puis une part très, très importante qui me reste comme clinicien transculturel auprès des enfants, c'est l'idée qu'on doit écouter ces enfants-là. Au-delà des instruments, au-delà de tout ça, prendre des temps de jeu, parce que pour l'enfant, parler, c'est jouer. Et à ce moment-là, c'est dans ces espaces-là de jeu et de créativité et d'expression qui, je crois, on va pouvoir comprendre un petit peu mieux les déterminants de certaines des violences nécessaires, les déterminants de qu'est-ce que ces enfants-là vivent, puis comment on peut créer des espaces pour eux qui leur permettent de vivre une expérience qu'on dit en psychologie, mais j'ai juste le terme en anglais, « going on being ». C'est une expérience de l'enfance qui est nécessaire, dans laquelle on peut vivre de manière créative qu'est-ce qui vient de nous, y compris l'agressivité, la joie, la colère, et que tout ça est considéré comme étant bon d'emblée. Les enfants qui viennent de populations qui sont plus marginalisées n'ont pas cette expérience-là. Ils l'ont dans leur famille, mais dès qu'ils sortent de leur famille, ils perdent cette expérience-là, qui est essentielle à la construction de leur identité. Sans cette expérience-là, après ça, on ne peut pas se surprendre qu'ils aient des désirs de révolte et de violence. On peut seulement les en remercier. Merci beaucoup. Main d'applaudissements pour nos panélistes pour le premier panel. Merci. Merci beaucoup.